Je pense que ça joue quand même un grand rôle dans la prolifération des fake news, surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les citoyens, si vous les interrogez, en fait, ils font plus la différence entre, disons, des marques traditionnelles et crédibles de médias et des sites qui sont complètement des sites de fake news. Quand vous leur demandez est-ce que vous faites confiance à Breitbart ou est-ce que vous faites confiance au New York Times, ils vont pas vraiment faire la différence entre les deux. Donc ça, forcément, en fait, à partir du moment où il y a plus de médias qui font référence, c'est assez dur finalement de se battre contre la prolifération des fake news. Donc je pense que ça joue un rôle important. Ça explique pas tout. Il y a une partie aussi importante qui est jouée par les réseaux sociaux, forcément, mais ça a aussi sa part de responsabilité. Non, alors la question, elle s'est plus posée, je pense, quand ni avec des intox, ni avec les décodeurs, mais plus quand le monde a décidé à un moment donné. Mais eux-mêmes, ils sont un peu revenus là-dessus. Ils essaient de le refaire différemment. Ils ont décidé, voilà, on va classifier tel média avec un système de couleurs. On dit, voilà, ce média c'est fake news, ce média est plus crédible, et on pouvait rajouter ça dans notre barre. Bon, alors après, il y a le problème de qui contrôle le média en charge de noter les différents médias. Puis tout le monde n'était pas content de sa classification. Donc dans ce cas-là, c'était vraiment problématique. Je pense pas que ça soit lié. Je pense pas qu'il y ait ce même problème avec des intox ou les décodeurs. Là, vous avez des faits, il y a des articles qui sont publiés sur des faits très précis et sur lesquels ils argumentent et ils disent voilà, nous on pense pas que, enfin, ce n'est pas la vérité. Voici la vérité des faits. Et ils argumentent là-dessus et ça c'est très sain. Ensuite, c'est vrai que classifier des sites comme des sites de fake news ou sites crédibles d'information, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que Décodex ça a pas si bien marché. Ça veut pas dire qu'il faut renoncer à le faire. Mais qui doit le faire? Comment le faire? Ça reste un problème particulièrement compliqué. En fait, non. Moi, je suis pas beaucoup plus rassurée quand c'est Facebook qui le fait ou quand c'est Google qui le fait que quand c'est Le Monde qui le fait, parce qu'il y a la même question. Hein, c'est qui est derrière Facebook, qui est derrière Google. Alors on dit c'est des algorithmes. Le Monde aurait très bien pu le faire aussi par rapport à un algorithme. Une des choses que j'ai essayé de vous enseigner dans ce cours, c'est il n'y a pas le biais humain et la vérité absolue de l'algorithme, simplement parce que l'algorithme il est codé. Et derrière l'algorithme, en fait, il y a un biais. Et c'est le biais qu'on lui met dedans. C'est la manière dont il est codé. Donc ça reste extrêmement problématique, en fait, que ce soit fait par des acteurs privés ou en tout cas que par un ou deux acteurs pris indépendamment. Moi, je pense que ça devrait plutôt être fait par des consortiums de médias, si possible des consortiums internationaux de médias, ce qui évite d'avoir des problèmes de biais ou de sélection par rapport à la concurrence. Mais le mettre entre les mains de Facebook, ça me paraît pas beaucoup mieux que le mettre entre les mains du monde. L'avantage, on va dire, de Facebook, mais qui est aussi la raison pour laquelle c'est très effrayant, c'est que ça touche beaucoup plus de monde. L'initiative de Décodex, ça a touché la France. L'initiative de Facebook, ça touche l'ensemble des pays. Non, enfin, je pense que la discussion qu'on a eue sur ce point-là, c'était vraiment plus par rapport au discours de haine, etc., etc. Et notamment, est-ce qu'ils avaient juste une responsabilité sur le fait de retirer quelque chose qui leur était notifié, le temps qu'ils prenaient à le retirer. Il y a eu des conflits juridiques, par exemple, en Allemagne, ou est-ce qu'ils devraient anticiper en amont et censurer le contenu? C'est une question qui est compliquée, mais qui est pas vraiment liée aux fake news. On a le droit de dire n'importe quoi, c'est la liberté d'expression, malheureusement. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de responsabilité juridique, et qu'il soit hébergeur ou éditeur, ça changera pas fondamentalement ça. Donc je pense pas que ce soit la solution. Ça se pose de manière très précise sur les discours de fake news, de hate speech, les discours de haine. Donc tous les discours qui sont juridiquement répréhensibles. Mais pour les fake news, en général, les fake news, c'est pas juridiquement répréhensible. Oui. C'est pour ça qu'on est aussi un peu désarmé par rapport à ça. Ah non, moi je pense pas fondamentalement ça, et je suis pas une ayatollah de la news sérieuse, dure. Et oui, franchement, quand je relis le New York Times des années 50 et quand je vois le New York Times aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus agréable. Le New York Times aujourd'hui, il y a de la couleur, il y a de la photo, c'est espacé. Par contre, ce que je défends plus que tout, c'est les journalistes. Et je pense que sans journalistes, on peut pas produire d'informations de qualité. Donc moi, ce qui me gêne pas aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse essayer un peu de faire de l'infotainment ou mélanger
mélanger des contenus plus sérieux et des contenus plus attirants pour essayer finalement de garder le lectorat. Il faut quand même donner aux gens à lire des choses fondamentalement intéressantes. Ce qui m'effraie aujourd'hui quand je regarde les médias traditionnels, c'est qu'ils investissent de moins en moins dans la production d'informations sérieuses. Et c'est ça pourquoi il faut qu'on se batte, et c'est ça qu'il faut essayer de protéger. Et malheureusement, quand on voit l'effondrement de la confiance dans les médias, c'est aussi un effondrement de la confiance dans les journalistes. Donc les gens ne se battent pas pour les journalistes. C'est le cas en France, mais là j'étais en Guinée la semaine dernière pour les assises internationales de la presse francophone, mais c'est encore pire. Vous avez des pays d'Afrique où littéralement les journalistes, c'est des héros. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent rien, ils passent leur journée à être arrêtés, mais parfois 3, 4, 5 fois par jour, ils vont au commissariat. Il y a des pays comme en Égypte où d'ailleurs ils disparaissent et ils font tout ça pour essayer de faire de l'investigation, de l'enquête et d'améliorer la situation dans leur pays. Et malgré tout, même dans ces pays-là, comme il y a un espèce de sentiment confus de collusion entre les médias et le pouvoir, les journalistes ne sont pas des personnes aimées pour lesquelles les gens se battent. Moi, c'est aussi pour ça qu'en France, j'essaie de documenter vachement l'évolution des salaires des journalistes, juste pour montrer qu'en fait, c'est une profession qui se précarise. Là où tout le monde pense que chacun gagne autant que Jean-Pierre Pernaut ou Claire Chazal, et donc en fait, les journalistes sont déconnectés. J'essaie juste de rétablir des faits pour dire aux gens, il y a un problème d'indépendance des médias, mais il faut protéger les journalistes. Il faudrait qu'on se batte davantage pour les journalistes. C'est une protection précarisée et c'est cette profession-là qu'il faut qu'on défende. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire de ce point de vue-là. Et quand on parle d'éducation aux médias, bon, c'est très bien l'éducation aux médias, ça va servir et je suis pas du tout contre. Je pense que c'est une dimension qu'on oublie aujourd'hui dans l'approche qu'on a de l'éducation aux médias et c'est une dimension qu'il faudrait vraiment rajouter.